Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et malheureusement, c'est encore des problèmes chez Boeing puisque notre défaut a été détecté sur le Boeing 777X cette fois-ci. Et on a appris qu'un problème sur les sièges des pilotes du Boeing 787 avait lui aussi été détecté. Du coup, les compagnies aériennes doivent vérifier tous les sièges des pilotes. Cette année, ce sont les 55 ans d'Embraer que nous fêtons avec un carnet de commandes évalué à 21,1 milliards de dollars, plus de 19 000 employés et une présence véritablement mondiale. Embraer est devenu au fur et à mesure des années un acteur solide de l'aéronautique mondiale. Connaissez-vous la Tiger Association? Mais si vous savez, on voit parfois des avions de chasse peints avec des tigres dessus. 11 Rafales ont participé au NATO Tiger Meet 2024 qui se déroulait du 3 au 14 juin en Allemagne. Mais qu'est-ce que la NATO Tiger Association? Je vous souhaite un excellent épisode. Et ce sont encore des problèmes chez Boeing puisque notre défaut a été détecté sur le Boeing 777X. Le problème, identifié lors d'une inspection post-vol de routine, affecte le montage de la biellette de poussée fixée à l'un des deux moteurs GE Aerospace GE9X équipant un avion d'essai. La biellette relie physiquement le moteur à la structure de l'avion, généralement au niveau de l'aile ou du fuselage. Lorsque le moteur fonctionne, il produit une force de poussée. Cette force est transmise à la biellette qui, à son tour, exerce une traction sur la structure de l'avion, propulsant ainsi l'appareil vers l'avant. Vous l'avez compris, c'est une pièce essentielle à la sécurité de l'appareil. Le problème est apparu pour la première fois sur le troisième avion d'essai 777-9, le Whiskey Hotel 003, après un vol depuis Hawaï le 16 août. Des inspections ultérieures ont révélé des fissures dans la structure de liaison de poussée sur d'autres avions d'essai 777-9. Boeing a confirmé la découverte rapportée par The Air Current. L'entreprise prévoit de reprendre les essais en vol une fois le problème résolu. Ce contretemps pourrait avoir un impact sur le calendrier du programme 777X et sur le processus de certification. Boeing a partagé cette mise à jour avec la FAA le lundi 19 août 2024. Il y a environ 481 commandes de différentes compagnies aériennes à travers le monde pour le 777X. Ces évolutions aggravent les difficultés de Boeing et pourraient avoir un impact sur la certification et le calendrier de livraison du 777X. L'entreprise avait auparavant prévu des livraisons pour 2025, soit 5 ans de retard par rapport au plan initial. Par ailleurs, la FAA a rendu obligatoire des inspections pour les Boeing 787 Dreamliners à la suite d'un incident survenu sur la compagnie LATAM en mars 2024. Le Boeing 787 de la compagnie chilienne qui reliait Sydney à Auckland en Nouvelle-Zélande a soudainement perdu de l'altitude au-dessus de la mer de Tasmanie. Les passagers dont la ceinture de sécurité n'était pas bouclée avaient été propulsés au plafond, l'incident occasionnant 50 blessés. Le Wall Street Journal, se référant à des sources américaines du secteur aérien, écrivait que l'incident avait été provoqué par une maladresse du personnel de bord. Un membre d'équipage de cabine avait touché un bouton sur le siège du pilote en servant un repas, activant un dispositif motorisé qui a projeté le pilote contre les commandes et fait piquer le nez de l'avion. Depuis l'incident, 4 autres occurrences de mouvements horizontaux non maîtrisés des sièges des pilotes ou copilotes ont été rapportées par Boeing à la FAA, précise le Wall Street Journal. Pour 3 de ces cas, les leviers d'ajustement sur le siège étaient trop lâches. Le piqué en plein vol, causé par un mouvement inattendu du siège du capitaine, a blessé plus de 50 passagers. La directive de la FAA concerne 158 appareils immatriculés aux États-Unis et 737 autres des 787 Dreamliners, comprenant les modèles 787-7, 787-9 et 787-10. Les compagnies aériennes doivent donc inspecter l'ensemble des sièges des cockpits, côté capitaine et côté copilote, dans les 30 jours pour détecter des défauts spécifiques et mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires. Les compagnies aériennes qui attendent la livraison du Boeing 777X devront peut-être réévaluer leur plan de flotte, tandis que celles qui exploitent les 787 doivent allouer des ressources aux inspections immédiates et aux réparations potentielles. C'est donc la longue série noire de chez Boeing qui continue et nous continuerons nous aussi de la suivre sur la chaîne. Cette année, ce sont les 55 ans d'Embraer que nous fêtons, avec un carnet de commandes évalué à 21,1 milliards de dollars, plus de 19 000 employés et une présence véritablement mondiale. Embraer est devenu au fur et à mesure des années un acteur solide de l'aéronautique mondiale. En 2024, elle commercialise les jets régionaux E-Jet 170, 190, 175, 195 E2, des jets d'affaires, le Phenom 100EX, le Phenom 300E, le Praetor 500 et le Praetor 600. Côté militaire, nous l'avons vu dans une précédente vidéo, le
KC-390 et pour finir l'A-29 Super Tucano et l'Ipanema 203. L'entreprise s'est placée au 3e rang mondial derrière Airbus et Boeing avec plus de 8000 appareils livrés. Osiris Silva obtient son diplôme d'ingénieur aéronautique en 1962 et commence à participer et par la suite à coordonner le développement d'un projet d'avion qui sauverait l'aviation régionale du pays. Avec son premier vol réussi en 1968, le Bandeirante a été tellement bien accueilli qu'il a fallu construire une usine pour sa production en série. C'est ainsi qu'est né Embraer. Convaincu du potentiel commercial de l'aviation régionale et forte des expériences réussies avec le prototype, l'équipe s'est alors lancée dans un nouveau défi, établir la production en série du Bandeirante. Après des tentatives avec le secteur privé, l'équipe dirigée par Osiris Silva a travaillé avec le gouvernement pour créer une société à capital mixte avec une capitalisation initiale de l'État. Le 19 août 1969, Embraer est officialisé par décret législatif. Les activités débutent le 2 janvier 1970 à l'adresse qui existe encore aujourd'hui à São José dos Campos. Afin de rendre viable la vente du Bandeirante, Embraer introduit plusieurs modifications au modèle. En conséquence, le code de l'avion devient Embraer 110, ne laissant Embraer 100 que pour les 3 premiers prototypes. Au cours des années 1970, le Bandeirante a pris de l'importance sur le marché et a sillonné les cieux aux 4 coins de la planète. Simultanément, Embraer a apporté des solutions innovantes à ses premiers clients dans les secteurs de l'aviation agricole, commerciale et d'affaires. Parmi les avions présentés, on trouve l'Ipanema, le Xavante et le Xingu. Petite anecdote pour celles et ceux qui ne le savent pas, le Xingu est toujours utilisé par l'armée française pour de l'instruction. Après ses 10 premières années d'existence, Embraer a gagné en maturité et en altitude. Le Bandeirante est devenu un grand protagoniste de l'aviation régionale mondiale, y compris sur le marché concurrentiel aux États-Unis. Dans les années 1980, de nouveaux avions sont introduits, ciblant spécifiquement les marchés de l'aviation commerciale et de la défense. Dans ce créneau, Embraer se distingue en établissant un partenariat avec les sociétés italiennes Aretalia, aujourd'hui Alenia, et Macchi, aujourd'hui AR Macchi, pour développer son premier avion de chasse, l'AMX. Embraer donne également vie à l'Embraer 312 Tucano, un turbopropulseur d'entraînement qui combine des performances équivalentes à des coûts inférieurs par rapport au modèle à réaction de l'époque. Parallèlement, dans le secteur commercial, Embraer a présenté l'Embraer 120 Brasilia, un modèle pressurisé qui intégrait les technologies les plus avancées disponibles à l'époque. Il était considéré comme l'avion régional le plus utilisé au monde, dépassant la barre des 350 unités exploitées par 26 compagnies aériennes dans 14 pays. Au début des années 90, Embraer s'est associé avec Fama. Avec des performances supérieures à la moyenne, le CBA 123 Vector était censé être plus silencieux et plus rapide. L'Embraer FMA CBA 123 Vector était un prototype d'avion de ligne de transport et de tourisme régional. Il a volé pour la première fois le 18 juillet 1990. Particularité, il possédait 2 turbopropulseurs placés à l'arrière du fuselage. Il a été abandonné avant la fin de son développement, principalement à cause de son coût de production. Seuls 2 prototypes ont été construits, le 3e restant inachevé. En 1994, après avoir investi dans le projet CBA 123, Embraer a connu des difficultés financières. Ces changements importants ont été nécessaires. Osiris Silva est revenu dans l'entreprise pour la diriger jusqu'à la privatisation qui s'est achevée à la fin de cette année-là. Au milieu de cette situation difficile, les ingénieurs d'Embraer ont travaillé sur un nouvel avion. Ils ont étudié le marché de l'aviation régionale et savaient que ce nouveau modèle était capable de répondre aux besoins du marché. L'ERJ 145 était un biréacteur à fuselage étroit pouvant accueillir de 37 à 50 passagers. Adapté aux demandes du marché, l'avion a connu un tel succès qu'il a donné naissance à une famille complète d'Embraer régionales, le RJ 135, le RJ 140, le 145 et le 145 XR. Le succès de la famille ERJ a donné un nouvel élan à l'entreprise. Au début des années 2000, le programme E-Jet a été annoncé, des jets commerciaux d'une capacité de 70 à 130 passagers. Entre 2000 et 2010, la flotte E-Jet a renforcé la position du leader mondial d'Embraer dans le segment de l'aviation commerciale régionale et Embraer a intensifié sa participation dans le segment des jets d'affaires. La famille Legacy et Phenom ont été développées en plus du linéage 1000E. En 2008, Embraer a livré son premier Phenom 300. L'année suivante, elle a lancé le programme KC-390 établi en partenariat avec l'armée de l'air brésilienne et axé sur le développement de cet avion cargo militaire multimission. Au début de cette décennie, Embraer s'est développé à l'international en inaugurant l'unité de Melbourne en Floride en 2011, axée sur l'assemblage final des Phenom, et l'unité de Jacksonville en Floride en 2013, axée sur l'assemblage final de l'A-29 Super Tucano. Les nouveaux membres de la famille Legacy ont également été lancés, notamment les 450, 500 et 650. En 2012, Visiona a été annoncé un partenariat entre Embraer, Telebras et le gouvernement fédéral axé sur le développement du premier satellite géostationnaire brésilien. Au cours de cette décennie, Embraer a lancé le programme E2 pouvant accueillir jusqu'à 150 sièges. Depuis, l'Embraer 190 E2 a été livré au client de lancement Widerøe
de Norvège. En 2015, l'Ipanema 203 a été lancé. Il s'agit d'une nouvelle version de l'avion agricole produit par Embraer dans les années 1970. L'Ipanema 203 est le seul avion au monde vendu en série à être alimenté à l'éthanol. Ça n'a l'air de rien, mais peu de constructeurs aéronautiques construisent des avions agricoles et Embraer s'est positionné sur ce marché depuis son premier modèle. En 2018, Embraer et Boeing ont annoncé un accord visant à créer une co-entreprise. Cette alliance visait à combiner les forces des deux entreprises. Pour Embraer, bénéficier du vaste réseau commercial de Boeing pour élargir la distribution de ses avions régionaux, et pour Boeing, élargir sa gamme de produits et renforcer sa présence sur le marché des avions commerciaux de taille moyenne. L'objectif était de créer une nouvelle entité qui aurait combiné les activités commerciales d'Embraer avec une partie des activités de Boeing. Cependant, ce partenariat ambitieux n'a pas abouti. En 2020, Boeing a annoncé l'annulation de cet accord. Les raisons officielles invoquées étaient des désaccords sur certaines conditions du contrat. Certains observateurs du secteur ont souligné d'autres facteurs possibles, tels que la pandémie du Covid-19, les difficultés rencontrées par Boeing ou la concurrence accrue. Au-delà du monde de l'aviation, Embraer se prépare quotidiennement pour l'avenir, axant ses efforts sur l'innovation disruptive. L'entreprise a créé Embraer X en 2017. Embraer X s'engage à révolutionner la mobilité aérienne urbaine dans les grandes villes en introduisant des véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux, les fameux eVTOL. C'est donc un 55e anniversaire et l'entreprise n'a pas fini de nous faire voler. Ce sujet est dédié à la mémoire du capitaine Sébastien Mabir et du lieutenant Mathis Lorenz qui ont perdu la vie en service commandé à bord de leur Rafale le 14 août 2024. Les Rafales de l'escadron de chasse 330 Lorraine et de la flottille 11F ont percé les nuages dans le ciel allemand le 31 mai dernier. Au nombre de 11, ils ont participé au NATO Tiger Meet 2024 qui se déroulait du 3 au 14 juin en Allemagne. La NATO Tiger Association ou Association des Tigres de l'OTAN en français est un regroupement unique en son genre au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Cette association est composée de 24 unités militaires réparties dans 16 pays, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suisse, la Tchéquie et la Turquie. À cela s'ajoutent 9 membres honoraires dont 8 unités américaines, une indienne et une canadienne. L'association a pour objectif de favoriser les échanges entre les différentes unités aériennes membres de l'OTAN, à améliorer leur interopérabilité et à renforcer les liens entre les différents pays. Toutes les unités membres de cette association ont choisi le tigre comme symbole. Ce félin puissant et agile représente à la fois la force, l'agilité et l'esprit de corps qui anime ces unités. L'Association of Tiger Squadron est créée en 1960 à l'initiative de Pierre Messmer, alors ministre de la Défense français, qui souhaitait renforcer les relations entre les unités de l'OTAN. En 1962, le lieutenant Mike Dugan de l'US Air Force a l'idée d'organiser le premier NATO Tiger Day et d'inviter toutes les unités de l'OTAN dont l'emblème est un tigre. La réussite de cette rencontre conduit naturellement à renouveler l'expérience chaque année depuis 1961 où le premier meeting s'est tenu à Woodbridge au Royaume-Uni. Tant l'association que les rencontres prennent progressivement de l'ampleur au fil du temps. Réservé à l'origine aux membres de l'OTAN, il est ouvert depuis 2003 aux formations des pays qui font partie du partenariat pour la paix. Chaque année, les membres de l'association se réunissent lors du NATO Tiger Meet. Le NATO Tiger Meet permet de renforcer les liens entre les différents pays de l'OTAN et de favoriser la coopération entre les forces aériennes. Les exercices communs organisés lors de ces rencontres permettent d'améliorer l'interopérabilité entre les différentes unités, ce qui est essentiel pour mener des opérations conjointes efficaces. Les membres de l'association peuvent partager leur expérience et leurs connaissances, ce qui contribue à améliorer les capacités opérationnelles de chacun. C'est dans ce cadre qu'un détachement de la flottille 11F et de la 330 de Mont-de-Marsan ont participé au NATO Tiger Meet 2024 en Allemagne du 3 au 14 juin 2024. Pour l'occasion, 6 rafales marines et 5 rafales de l'armée de l'air ont été mises en place sur la base aérienne allemande, dont 2 rafales parées d'une livrée exclusivement conçue pour cette édition. Le premier était un rafale marine ici à l'écran et le deuxième, un rafale BC de l'armée de l'air. À noter aussi la présence de 7 hélicoptères de l'Alat, dont le Tigre lui aussi paré d'une livrée spéciale, ainsi que des Gazelles et des NH-90. Les exercices se sont déroulés dans le cadre d'une situation tactique dévoilée à l'occasion du Mass Brief en début d'exercice. L'événement a donc permis de se préparer à un conflit de haute intensité en coopération multinationale, tout en gardant le fameux Tiger Spirit, caractéristique des différentes NATO Team Meet. Les missions uniquement de 2 jours ont permis de travailler le concept d'entrée en premier, Entry Force. Les nouveaux enjeux comme la guerre électronique dense sont notamment pris en compte dans ces exercices.
Les équipages ont commencé par des missions de familiarisation avec l'espace aérien local avant de préparer et réaliser de larges Composite Air Operations, COMAO, opérations aériennes internationales conjointes avec de nombreux moyens. Des missions qui exigent de la rigueur et du sérieux, mais dans une ambiance toute particulière qui fait que chaque année, le NATO Tiger Meet est un événement unique. L'opérationnel à travers ces entraînements exigeants sont rythmés par différents événements et rites qui appartiennent à la communauté des tigres. À l'occasion de ceux-ci, les escadrons se mesurent les uns aux autres, les épreuves ayant lieu au sol ou en vol. Lors de la soirée de clôture, les trophées sont remis aux participants avec par exemple le meilleur escadron opérationnel, le meilleur uniforme, le meilleur esprit tigre ou encore la meilleure peinture. Mais la plus belle des récompenses est de recevoir le tigre d'argent Silver Tiger qui représente le meilleur escadron au global, un trophée remporté par l'escadron de chasse 330 Lorraine en 2022 lors du NATO Tiger Meet en Grèce. Rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine édition. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.